puisse dialoguer. D'accord? Bon. Donc, ce cours traite de la terminologie scientifique et de l'expression écrite. Donc, en principe, on va parler pendant le cours, enfin, le cours se déroule sous forme d'1 heure de cours à distance et normalement 2 heures de travail personnel. 2 heures de travail qui veut dire que vous devez, à partir du cours, essayer de développer plus ou moins le contenu du cours en fonction de l'intérêt et du temps que vous avez. Je sais que l'enseignement à distance est difficile, surtout par ces temps de Covid, d'emploi du temps un peu spécial, etc. C'est très difficile. Mais on va essayer de faire un cours le plus attractif possible et le plus intéressant possible pour vous. Moi, j'ai les 3 sections de première année pour le même cours. Et j'ai une section, enfin j'ai le groupe de M1 recherche opérationnelle sur un programme qui s'appelle, un module qui s'appelle système organisationnel, qui à ma connaissance n'a pas encore été fait à Alger. Donc, pour vous, pour la section C, l'emploi du temps ne va pas changer. Ça va être 10h20. Je me suis trompé, hein, c'est pour ça que j'ai commencé en retard, parce que je pensais que c'était 11h30. Mais en fait, c'est 10h20. Et donc, il ne changera pas. Et on va garder M. Fezoui comme étant le délégué. D'accord? Alors, j'aurai besoin, je vais déposer le cours au fur et à mesure sur un site Canvas que je vous communiquerai. Mais j'ai besoin de votre nom, prénom et adresse mail pour que vous puissiez avoir l'information quand c'est urgent, de l'avoir directement sans passer par le délégué forcément. Et puis, ça vous permettra de vous connecter sur l'interface Canvas pour accéder aux cours ou à d'autres choses. Bon, voilà, c'est une chose. Je compte sur M. Fezoui pour m'envoyer sous forme de fichier Excel et non pas de fichier PDF la liste, ou même sous forme de fichier texte tout simplement, pour que je puisse l'utiliser. Donc la liste, nom, prénom des étudiants, plus le mail de chaque étudiant. Merci. Donc, je dois changer les emplois du temps parce que j'ai des contraintes personnelles, etc. Et donc, vous n'êtes pas concerné, donc ce transparent ne vous concerne pas directement. Alors, quand je regarde le canevas de la licence informatique, pour ce qui concerne ce module-là, terminologie scientifique, expression écrite, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un enseignement méthodologique, c'est une unité méthodologique, qui a 2 crédits, 2 crédits et coefficient 1. Donc, dans le Canva, il parle de techniques d'expression écrite, apprendre à rédiger un document scientifique ou technique, un rapport, etc. Et ensuite, les techniques d'expression orale, c'est-à-dire comment faire un exposé, comment s'exprimer, communiquer au sein d'un groupe ou en face d'un jury ou en face d'un client quand vous serez actif. Et les connaissances préalables attendues sur ce cours, normalement, vous devez connaître un peu la langue française, savoir rédiger en français, etc. Alors, quand je regarde plus en détail le Canva, donc ça, c'était le résumé. Ensuite, le contenu, il y avait 3 parties. La terminologie scientifique, elle n'est pas du tout évoquée, bien que l'intitulé, c'est TSEE, c'est-à-dire terminologie scientifique, expression écrite. Bien que ce titre mentionne la terminologie, en réalité, dans le contenu, quand vous regarderez le Canva, si vous voulez, il est sur le site de l'université, il n'évoque pas du tout la terminologie scientifique, donc ce n'est pas détaillé du tout. Il n'y a pas de référence du tout.
Donc, je vais faire un truc, j'ai peur que ce soit d'un niveau supérieur, de niveau plutôt master, mais bon, on essaiera de voir ensemble ce qui peut être fait là-dedans. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement de terminologie scientifique. Et ensuite, il y a la partie 2, toujours dans le Canva. Il y a la communication écrite, c'est-à-dire écrire en français, sans erreur, sans faute, et rédiger des documents usuels comme un rapport de travaux pratiques ou un petit rapport de projet ou de gros TP, et essentiellement de la rédaction qui concerne vos études. Mais ça peut vous servir à l'extérieur, notamment pour écrire un CV, pour formuler par exemple une demande de changement de filière, une demande de rendez-vous pour essayer d'avoir un poste, ou des rédactions scientifiques, c'est-à-dire qui ont trait à ce que vous faites pour exprimer un peu vos compétences techniques et scientifiques pour changer, pour poursuivre vos études, par exemple. Et une partie, la troisième partie, c'est la partie communication orale. Comment vous exprimer, parce que la communication orale, ça ne veut pas dire juste parler. C'est la manière de parler qui est importante. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et des fois, on fait de la communication orale avec ses mains. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent avec les mains, notamment les gens méridionaux comme le Maghreb, le pourtour méditerranéen, on parle beaucoup avec les mains. Et donc, il y a l'attitude de la personne, et c'est ça qui fait de la communication vis-à-vis des personnes qui nous regardent ou l'auditoire qui nous observe. En l'occurrence, pour vous, ça va être les exposés de projet, parce que vous allez faire un PFE en licence 3. Vous pouvez faire, on pourra faire des simulations dans ce cours, si on a le temps, que je donnerai des sujets que vous devez traiter et essayer de résumer en 10 minutes, oralement, le travail que vous avez fait en groupe de 3 ou 4 sur des sujets qu'on décidera ensemble. Le but final, c'est de savoir soutenir votre projet de fin d'études, votre PFE. Alors, maintenant, le cours à proprement parler, comment je vais le faire? Donc, comment je vais travailler avec vous? Donc, la première partie qu'on va traiter aujourd'hui, ça concernera les aspects de terminologie scientifique. Une grosse partie sur les communications, parce que tout est communication. Et ensuite, la troisième partie qui s'occupe du français, de l'expression écrite, comment rédiger, et de l'expression orale. Ce sont deux grosses parties. C'est, disons, les 3/4 du cours tourneront autour des expressions écrites et orales. Et bien sûr, ça ne va pas être juste un cours. On va faire au début sous forme de cours, mais ensuite, ça va être un genre de cours travaux dirigés. C'est-à-dire, je vais vous soumettre des sujets et vous devez essayer d'apprendre à rédiger, surtout si vous êtes regroupé par 3 ou 4 personnes, pour que ce soit faisable. Le débat entre 3 ou 4 personnes va vous aider à mieux contrôler ce que vous écrivez ou la manière dont vous le présentez. Donc, on va essayer de faire ça comme ça, puis on verra avec vos retours. En fait, le cours, ça va être un échange entre nous, le plus organisé possible parce que vous êtes nombreux, une section, il y a 4 groupes dedans, ça ne va pas être facile d'échanger, mais on essaiera de faire des échanges entre vous en tant que groupe différent de 3-4 personnes et moi. Donc c'est un débat, de toute façon c'est un cours où il doit y avoir du débat, sinon ça ne marchera pas. La terminologie scientifique. Donc le but c'est la terminologie scientifique, mais je vais m'intéresser surtout à la terminologie de manière générale, parce que la terminologie, ça englobe tout le monde du vivant. Comme la terminologie est utile, parce que la science, elle évolue tout le temps. Je veux dire, la science ne fait que progresser tout le temps. On découvre de nouvelles choses, il y a de nouvelles méthodes. Sachez qu'il y a moins de 30 ans, le téléphone portable n'existait pas du tout.
Et donc, il y a eu naissance d'une nouvelle technologie qu'il fallait nommer. Donc, il faut utiliser des mots pour décrire ce que sont ces nouvelles technologies, ces nouvelles sciences, pour qu'on puisse s'entendre entre nous, entre personnes, entre humains, mais aussi au niveau des entreprises. Donc, on a donc ce besoin de nommer en utilisant des nouveaux mots, les nouvelles sciences, les nouvelles technologies, etc. Il y a besoin de les nommer, parce que ça nous semble peut-être évident maintenant de parler de téléphone portable, de parler des réseaux sociaux, de parler des technologies que les plus jeunes connaissent plus rapidement ou apprennent plus rapidement que les plus anciens, mais n'empêche que le vocabulaire, il évolue avec les nouveautés qui sortent, les sciences qui se développent, etc. Mais si on ne fait pas ça, s'il n'existait pas de terminologie, il n'est pas possible qu'on puisse s'entendre. Si moi, je vais utiliser le mot, je ne sais pas, Walkman, dans l'époque, ça n'existait plus, hein, Walkman. Pourtant, à un certain moment, vous êtes peut-être trop jeune pour avoir compris ça, mais le Walkman, au moment où il est sorti, c'était à la mode, il fallait avoir le petit outil électronique qui permettait d'écouter de la musique en dehors de la maison, etc. Parce qu'avant, il fallait avoir un tourne-disque, une grosse radio, etc. Mais là, le Walkman permettait de sortir dans la rue, dans les espaces éventuellement désertiques et écouter sa musique comme si on était chez soi à l'époque. Le Walkman, justement, c'est un exemple qui montre que la science évolue, elle a produit ce qu'on appelle le Walkman et qui a fait fureur pendant un certain temps. Donc, il fallait le nommer, il fallait que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un Walkman. Quand je parle d'un Walkman, qu'une autre personne sache de quoi je parle. Il n'est pas évident que maintenant vous sachiez, pour les plus jeunes d'entre vous, de savoir ce que c'est qu'un Walkman. Donc, ça veut dire que la science, elle évolue vraiment. Et puis, il y a des objets qu'on a nommés, que la terminologie a nommés, mais qui ont disparu. Le Walkman a tendance à se faire oublier. Je suis persuadé que les gamins de 10 ans maintenant, dans 5 ans ou 10 ans, on va leur parler de Walkman, ils vont vous regarder avec des yeux ronds parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. D'accord ? Le besoin de nommer les choses est important, ne serait-ce que pour que les humains puissent s'entendre. Alors, si vous portez ça au niveau des entreprises, au niveau des sociétés organisées, comme les banques, l'administration, les mairies, etc., il faut toujours des termes nouveaux qui expliquent les différents échanges humains pour que les gens se comprennent. D'accord. Et donc, on a besoin d'un langage scientifique pour la terminologie scientifique. Le langage scientifique, c'est souvent, on crée des nomenclatures. Ce qu'on appelle une nomenclature, c'est une liste, c'est une classification de mots avec leur sens pour que tout le monde comprenne que tel mot signifie telle phrase ou telle chose. D'accord ? Et donc, ça, on crée des acronymes. Je ne sais pas, par exemple, USB, par exemple. USB, c'est un acronyme qui indique un périphérique ou un port de périphérique qui n'existait pas il y a 10 ans, enfin un peu plus peut-être. Et donc ces acronymes sont importants parce que c'est juste un mot qui a un sens bien précis, et si on ne connaît pas le sens bien précis, on a beau échanger, on ne s'entendra jamais. Prenez quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'informatique. Je ne sais pas si vous avez un parent qui habite la campagne, qui n'a pas été à l'école ou qui a été très peu à l'école et qui ne sait pas ce que c'est qu'USB. Vous allez lui parler d'USB, il va vous dire « je ne sais pas ce que c'est ». Et donc, il n'y a pas possibilité de s'entendre. Ce n'est pas très grave en soi quand il s'agit de personnes, parce que les personnes, bon, on peut toujours prendre le temps d'expliquer, etc. Mais imaginez des échanges entre des sociétés, sous forme numérique, entre des machines. Quand on envoie un texte de USB, la machine qui reçoit l'information, elle doit savoir ce que c'est qu'USB pour pouvoir traiter correctement le mot. Ça peut être des programmes d'intelligence artificielle de part et d'autre.
Il faut qu'il sache ce que c'est le mot USB, ce qu'il recouvre comme signification. Alors, imaginez que même entre humains, sur le plan juridique, par exemple, il y a la justice d'un pays, la justice d'un autre pays, qui ne parlent pas forcément la même langue, qui doivent partager, même si, je veux dire que la signification d'un mot d'une langue locale, quand on passe à l'internationalisation, il faudrait que le même mot soit compris par la personne dans un autre pays avec une langue différente, etc. L'internationalisation est importante. Il y a des commissions internationales qui ne font que ça. C'est créer des nomenclatures, supprimer les mots qui disparaissent, comme Walkman, l'exemple de Walkman tout à l'heure, et créer des nouveaux avec le sens qu'on donne à ces nouveaux, des nouveaux mots, etc. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Alors, il y a besoin de la terminologie de manière générale, elle est liée à la langue, puisqu'on a vu que par rapport à l'internationalisation, la langue est très importante. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans les sociétés humaines, les pays, les régions, les continents, si vous voulez, on doit définir une politique cohérente par rapport à la linguistique et donc à la terminologie. La linguistique, ça a trait à la langue, mais la terminologie utilise la langue pour pouvoir définir ses nomenclatures, etc. Donc, au niveau des échanges humains, si je prends le cas d'une société, d'une entreprise, notamment les entreprises de pointe, des entreprises actuelles qui s'intéressent à l'informatique, parce que c'est très flagrant, la terminologie, l'importance de la terminologie est vraiment très importante au niveau des grosses entreprises internationales qui ont trait à l'informatique. Donc, on a besoin d'une politique sérieuse de communication. L'entreprise a besoin de ça pour des raisons évidentes qui sont d'éviter les mots à usage familier et qui ne sont pas normalisés, non normatifs. D'accord? Et donc, le but de la politique d'une entreprise, c'est que les mots qui entrent au cœur du métier de l'entreprise doivent être clairs et sans ambiguïté et ne pas utiliser des mots à l'emporte-pièce comme ça sans savoir vraiment ce que ça recouvre comme définition. Donc, il y a une classification, il y a des documents, il y a un spécialiste de linguistique embauché par les entreprises qui permet de gérer tout le vocabulaire nécessaire à la compréhension du cœur du métier de l'entreprise. Mais je parle de l'entreprise, mais ça va au-delà. Vous allez voir que même dans notre vie de tous les jours, on est concerné par la terminologie. D'accord. Pour éviter ces usages internes familiers, non normés, il y a des moyens. Donc, le premier des moyens, c'est de maintenir un catalogue, c'est-à-dire de construire un catalogue et d'essayer de le mettre à jour régulièrement pour lever les ambiguïtés, pour comprendre comment un mot doit être utilisé ou doit être précisé, la définition doit être précisée, etc., pour que les gens en face de nous, avec lesquels on dialogue ou on communique, comprennent ce qu'on veut dire. Et donc, au-delà du maintien du catalogue interne, il faut faire de la veille linguistique sur la terminologie. La veille, ça veut dire qu'on est à l'écoute de tout ce qui sort au niveau des terminologies pour enrichir notre catalogue, justement. À l'international, surtout une entreprise qui exporte ou qui importe, quand elle fait un cahier des charges, par exemple, une entreprise en Algérie décide d'importer une catégorie de marchandises, et donc elle va faire un appel d'offres, elle va rédiger un appel d'offres dans lequel elle va dire j'ai besoin d'un lot qui va contenir 1 millier d'unités de tel type, etc. Ce n'est pas des phrases à l'emporte-pièce, ce n'est pas des phrases qu'on invente comme ça au moment où on doit faire l'appel d'offres. C'est des phrases
qui sont construites à partir de mots qui sont dans la nomenclature internationale, si on doit importer à l'international. On ne peut pas écrire un appel d'offres, c'est tout, parce qu'on écrit bien en français ou en arabe ou peu importe. C'est pas ça du tout. Il faut se conformer à l'usage de la nomenclature du métier de l'entreprise qui veut faire un appel d'offres. D'accord? Donc, c'est vraiment très important parce que l'ambiguïté peut se cacher dans les détails et puis on met un mot qui recouvre des choses plus vastes que ce qu'on veut et puis l'entreprise qui répond, elle va vous dire, moi j'ai répondu, vous avez utilisé tel terme, ce que je vous propose, ça correspond au terme que vous avez mis et il va y avoir une guerre commerciale quand on va très loin dans la réflexion, il peut y avoir des malentendus assez graves et à l'échelle des pays, ça peut mener même jusqu'à la guerre entre les pays. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est très important et la veille linguistique permet de se prémunir des ambiguïtés éventuelles. Et il faut faire à l'intérieur de l'entreprise des réunions hebdomadaires ou régulières, en tout cas, régulières pour essayer de fixer les choses, grâce aux réunions, de lever les ambiguïtés ou de se rendre compte qu'on utilise mal un mot ou il est mal précisé, etc. Donc, il y a un tas de manières de faire, c'est les 3 plus importants que j'ai mis, mais il y a un tas de manières de faire en sorte qu'on puisse avoir une classification claire et bien précise. Et ça peut se faire même pendant la pause café. Si on arrête, on va prendre un café à la cafette de l'entreprise et puis on discute comme ça et puis on se rend compte qu'on peut trouver des problèmes à résoudre. Alors, l'utilité globale de la politique linguistique, c'est d'adapter la communication et le marketing de l'entreprise. Adapter la communication, vous savez qu'une entreprise, elle a besoin d'avoir une image la plus claire possible et la plus favorable possible pour reconnaître l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont utiliser une image physique, hein, un logo ou juste une phrase qui exprime un peu l'idée de... Je veux dire, quand on lit la phrase, on pense tout de suite à l'entreprise. C'est ça qu'essaie de faire l'entreprise grâce à la linguistique, grâce à la communication. Et le marketing aussi, c'est permettre de montrer que l'entreprise est fiable sur son cœur de métier et puis qu'elle est favorable à l'écologie, par exemple, qui est à la mode actuellement, ou favorable au fait que l'entreprise va subventionner une équipe de foot ou une équipe de voile, une équipe de judo, ou favoriser l'alimentation des plus pauvres ou la lutte contre la faim ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est des images qui sont véhiculées, c'est grâce à la linguistique et à la terminologie utilisée et pour en finalité avoir un impact sur le service technico-commercial, c'est-à-dire un impact sur son volume d'échange, sur son volume de vente, etc. Donc, c'est toute une politique qui est étudiée au niveau de l'entreprise. Et donc, jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'entreprise, mais vous pouvez reprendre les mêmes termes que je viens d'expliquer au niveau d'un hôpital, par exemple. Un hôpital, s'il n'y a pas une terminologie précise, il ne peut pas s'en sortir. Je veux dire, si dans un hôpital, on constate qu'il y a une épidémie de je ne sais quoi, du Covid par exemple, si on n'utilise pas les bons termes, on ne va pas s'entendre avec l'entreprise qui peut nous envoyer soit des médicaments, soit des solutions de vaccins, soit si on fait de la recherche, etc. Je veux dire qu'il y a une terminologie très précise et ce n'est pas la terminologie qu'on entend dans les radios, les télévisions, etc., où tout le monde, si vous dites c'est quoi le Covid à une personne quelconque dans la rue, elle va vous dire bah, c'est l'épidémie qu'on a, mais elle ne sait pas expliquer ce que c'est vraiment le Covid. Pourquoi 19 ? Le Covid-19, c'est le Covid, ça vient de virus à couronne. Ils ont contracté ça sous forme de Covid. On dit le Covid ou la Covid, peu importe. Donc, c'est un virus à couronne qui existait depuis très longtemps, hein, mais là, c'est un
C'est une variante qui est née, qui est très contagieuse, etc. Et pourquoi 19? Parce que ça a été trouvé, on s'est rendu compte de l'existence de ce virus en 2019, d'où le mot 19. Et ça, les gens dans la rue, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous vous expliquer précisément ce que ça recouvre le mot Covid-19. D'accord? Ça, c'est au niveau de l'hôpital. Mais ça peut être aussi au niveau familial. Eh ben, essayez de voir juste vous, la terminologie que vous utilisez tous les jours sans le savoir, parce que c'est culturel. Hein. Vous êtes né dans une famille, dans un pays, avec des usages ou des us et coutumes. Chaque pays a ses coutumes. Et donc, vous appliquez un peu les coutumes au fur et à mesure que vous les apprenez, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est de la terminologie que vous utilisez. Si dans la famille, si vous prenez éviter les usages internes non normatifs, ça veut dire que dans la famille, vous devez avoir un certain comportement à l'intérieur de votre famille. Et si ce n'est pas normatif, c'est-à-dire si vous dérogez à la norme, ça veut dire que votre petit frère ou votre petite sœur, vous ne devez pas la frapper. Frapper, c'est violent et c'est interdit. Ça devrait être interdit moralement. Donc l'usage frapper, c'est un usage non normatif parce que c'est anormal. Excusez-moi, je chasse un pigeon. Donc, si je reprends, dans votre famille, frapper quelqu'un, que ce soit un mari envers sa femme ou des fois le contraire, c'est un usage non normatif. Ce n'est pas une règle de bienveillance ou de bienséance. Vous devez respecter la personne avec qui vous vivez. Si c'est votre femme ou votre mari, si c'est votre petite sœur ou petit frère, vous devez être... la norme veut dire que vous devez protéger la personne en face et non pas la frapper, même si elle fait des choses qui sont contraires à ce que vous pensez. Donc la solution n'est pas dans la violence. Par exemple, maintenir un catalogue métier, ici ce n'est pas vraiment un métier, c'est la vie courante. Le catalogue, c'est de dire le matin bonjour ou bonsoir ou je sais pas, bon appétit ou t'es mal coiffé, essaie de t'arranger, tiens, ton col n'est pas bien relevé, etc. C'est le catalogue des usages courants de la vie de tous les jours qui permettent à la famille, à la cellule familiale de bien fonctionner. D'accord? Donc, vous faites une veille linguistique de terminologie, c'est vous comparez comment vous vivez avec ce que vous voyez dans un film ou dans une série, ou en discutant avec des amis, comment ils font eux avec leurs petits frères, petites sœurs, on se raconte des histoires pour savoir comment ça fonctionne, etc. Et de maintenir un petit peu cette veille terminologique par rapport aux autres familles dites entre guillemets normales. Et donc, les réunions et séminaires, ça se fait à l'emporte-pièce. Ça se fait, je veux dire, c'est pas vraiment des réunions, c'est à l'occasion d'un repas, on discute et puis on parle d'une histoire qu'on a vue à la télé, qui s'est mal finie ou bien finie, et puis chacun se prononce, ah oui, il avait raison de faire ça ou de dire ça, non, je suis contre pour telle raison. C'est le débat familial courant qui se fait sans convocation, sans rien du tout, c'est des occasions qui font que ce sont des réunions, disons, immatérielles, occasionnelles. Et donc, l'utilité, c'est de faire en sorte que la cellule familiale fonctionne bien. Il n'y a pas de technico-commercial là. C'est un comportement humain pour que la cellule familiale fonctionne bien. Vous pouvez projeter ça au-delà de la famille, dans le quartier, ou dans la ville, ou dans l'université, ou là où vous allez travailler, etc. Donc, c'est le même principe et le projet, la politique linguistique ou la terminologie est importante à tous les échelons de la vie. Donc, les nécessités, en quelque sorte, pour moi, c'est les échanges humains ne peuvent fonctionner que s'il y a une terminologie. S'il n'y a pas de terminologie, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est très difficile d'avoir des relations
cordiale, humaine, respectueuse, etc. Si vous reprenez l'histoire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de tribus à l'époque préhistorique qui se faisaient la guerre parce qu'ils ne s'entendaient pas ou parce que quelqu'un a dit un mot de travers qui n'a pas plu à l'autre, etc. Et je parle de préhistorique, mais ça existe même maintenant. Les mafias, ça revient à ça. Les mafias en Italie, aux États-Unis, c'est n'importe où dans le monde d'ailleurs. Hein. Les mafias, c'est comme ça. Il y a un tel qui a eu tel comportement, il a parlé avec mon ennemi, donc ça veut dire qu'il est mon ennemi, et sans savoir, il y a des assassinats, des machins. Et vous pouvez projeter ça sur la politique, sur la vie économique, etc., la vie commerciale. C'est tout le temps la même chose. Il suffit que les gens utilisent des terminologies différentes ou qui ne recouvrent pas les mêmes sens pour tout le monde. Et ça se termine souvent mal. Et donc, il faut qu'il y ait une terminologie commune avec une explication commune pour que les échanges humains soient fluides, soient cohérents. Alors, la terminologie permet l'évolution du développement ou l'évolution de la technique, de l'économie, de l'industrie, etc., des sciences de manière générale. Donc, sans cela, ça devient impossible. Le développement devient impossible. Impossible ou très, très difficile. Donc, on peut recenser, pardon, excusez-moi, je vais enlever ce truc-là. Donc, on peut, la terminologie, il faut, pour maintenir la terminologie dans les sociétés humaines, eh ben, il faut faire des recensements dans un pays ou dans une région, et puis essayer de les normaliser. Les normaliser, ça se fait quand on discute avec les parties qui sont en face, qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Il faut qu'on normalise de manière locale, c'est-à-dire dans la même région ou dans le même pays, et puis penser à la normalisation internationale pour les échanges internationaux, notamment maintenant, le commerce international, c'est des échanges permanents entre les pays. Et donc, cette internationalisation est très importante et surtout, c'est la pérennisation des termes et la suppression donc des termes qui ne sont plus utilisés. Pérenniser les termes, c'est ça le plus important, c'est de dire, pour une société, une entreprise, je veux dire une entreprise commerciale ou technique, pérenniser, ça veut dire elle essaye d'inventer des nouveaux termes qui recouvrent son cœur de métier, mais qui deviennent une référence. Si vous prenez par exemple les mots qui sont devenus communs comme frigidaire, frigidaire avant, ça avait un sens commun, ça veut dire refroidir quelque chose. Et bien, c'est devenu une marque, parce que l'entreprise qui a créé le terme frigidaire a compris que c'était une image de marque et c'est devenu une marque déposée, la marque frigidaire, alors qu'au début, c'était juste un nom qui signifiait outil qui refroidit. D'accord? Donc, c'est comme ça que la pérennisation se fait. Parce qu'une entreprise a besoin, je répète, a besoin de son image, d'avoir une image positive et donc d'utiliser un mot qui est à usage général et qui devient finalement une image de marque pour l'entreprise. Alors que quand vous regardez aux échanges, regardez les échanges B2B, c'est-à-dire business à business, c'est-à-dire compagnie à compagnie ou pays à pays, etc., ou B2C, business à consommateur, c'est-à-dire entreprise vers un client individuel, et ben, tous ces échanges nécessitent absolument une terminologie précise et bien claire, c'est-à-dire bien entendue par tout le monde, quoi, bien comprise par tout le monde. Quand on fait des échanges avec la sous-traitance, on ne va pas aller expliquer à la sous-traitance, voilà comment tu dois me réaliser, j'ai besoin d'une pièce d'auto, par exemple, des étriers de frein de voiture. Je ne vais pas aller lui parler, l'étrier, il ne sait pas ce que c'est, que je dois lui expliquer ce que c'est qu'un étrier, c'est une masse qui doit être en acier ou plutôt en fente, avec un mécanisme pour resserrer les disques de frein, etc. On lui dit étrier de frein de telle catégorie, et puis il doit savoir ce que c'est. D'accord? Sinon, on ne s'en sort plus. Si on doit expliquer à chaque fois qu'on commande quelque chose à un sous-traitant, de lui détailler la procédure, comment il doit réaliser, on ne s'en sortira jamais. Et donc,
La terminologie est importante dans le sens où on a besoin de dire juste je commande et je mets le mot que la sous-traitance doit comprendre pour réaliser, etc. Et si vous vous projetez au niveau juridique et surtout au niveau international, au niveau juridique, je veux dire, historiquement, on avait les juges et puis les citoyens. Et les juges, avant, ça ne s'appelait pas les juges, hein, ça s'appelait les qadis, je ne sais comment on peut les appeler. C'est-à-dire, avant, c'était le patron du village, le plus vieux, le plus âgé, le plus sage, etc., qui rendait la justice. Il venait sous un arbre, il discutait, puis on exposait chacune des parties en conflit, exposait ses problèmes, et puis la personne qui est censée donner la justice ou annoncer la justice, va expliquer, toi, tu vas payer à l'autre telle chose, et toi, tu vas lui rembourser telle chose, etc. Et puis, ça règle comme ça. Si vous regardez la justice maintenant, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas tout seul aller en justice parce que vous êtes en conflit avec un voisin pour un problème quelconque et dire au juge, ah, monsieur le juge, mon voisin, il a fait ci, puis j'ai fait ça, et puis le juge, il va vous dire non, non, ça c'est des termes généraux, des termes généraux c'est souvent ambigu, je ne peux pas rendre la justice comme ça. Il vous faut passer par un avocat. Et pourquoi il faut passer par un avocat? Parce que la terminologie juridique est très complexe. Je ne sais pas si elle a été complexifiée volontairement pour nous obliger à passer par des avocats qui, au passage, nous prennent beaucoup d'argent sans avoir la garantie d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, parce qu'on estime qu'on a le droit pour nous. Chaque partie estime qu'elle a le droit pour elle. Et donc, la terminologie juridique est très, très complexe. C'est vrai aussi pour la terminologie économique. Vous allez parler avec des experts comptables ou des experts comptables ou des commissaires aux comptes, je ne sais quoi. Leur terminologie est très, très spécifique à leur métier et c'est très compliqué. Je vous avoue, quand je lis un rendu de justice, je comprends que la moitié des choses. Parce qu'il y a des termes qu'il faut que je regarde dans le dictionnaire pour comprendre exactement ce que ça recouvre. Et puis, eux, ce sont des spécialistes dans le domaine, donc ils maîtrisent cette terminologie, et ce qui fait que nous, citoyens, qui ne connaissons pas vraiment la terminologie juridique, on est obligé de payer un avocat pour pouvoir espérer avoir une justice en notre faveur. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Vous voyez l'intérêt de la terminologie. Si vous ne comprenez pas ou que je vais trop vite, vous pouvez me faire signe. Hein. Et donc, dans cette terminologie, il y a de nouveaux métiers qui ont rapport à la linguistique. Et donc, on appelle ça, les spécialistes de linguistique s'appellent des terminologues ou des terminographes. Et puis, pour l'aspect informatique, on a mixé terminologie et informaticien pour trouver le terme terminoticien, qui est un vrai métier qui, dans les grosses entreprises, souvent, ils ont besoin d'un terminoticien pour essayer de faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la veille linguistique, le classement, la nomenclature, etc., de tout mettre à jour et de s'occuper à ce que l'image de la communication de l'entreprise soit la plus claire possible. Bon, la complexité des terminologies, donc là, pour faire un petit peu d'histoire, eh ben, d'abord la terminologie ou les communications dans le monde végétal, même si c'est très récent comme science, hein, dans le monde végétal, les communications sont élémentaires, c'est-à-dire c'est peu perceptible par l'être humain. Il y a même la science de la biodynamie qui permet de comprendre comment les végétaux dialoguent entre eux. D'accord? C'est une science qui existe, donc la biodynamie, qui s'occupe que de ça. C'est vraiment une science, hein, si vous regardez les documents. Par exemple, ici, c'est un lien que j'ai mis, la communication végétale, dans lequel on peut expliquer
comment les végétaux communiquent. On essaie de comprendre comment les végétaux communiquent, etc. Et donc, c'est toute une science que vous pouvez aller regarder. J'essaie de revenir. Allez, s'il te plaît, reviens là. Voilà. Donc ça, c'est la terminologie. Je vais vous mettre les transparents sur Canvas, dès que j'aurai tous les mails de tout le monde, pour que vous puissiez aller consulter grâce à ce lien-là ce que c'est que la communication au niveau végétal, etc. Et ensuite, oh, pourquoi il ne veut pas? Voilà. Ensuite, il y a le monde animal. La communication dans le monde animal, c'est des communications basiques, alors que les communications élémentaires, c'est des scientifiques qui essaient de comprendre comment fonctionne l'échange ou la communication inter-végétaux. Et dans le monde animal, c'est un peu plus basique. On peut s'imaginer, hein, parce que dans le monde animal, il y a quand même un aspect sonore qui n'existe pas dans le monde végétal. Et l'aspect sonore, c'est-à-dire qu'il y a des bruits, il y a des sons qui sont émis, qui ne sont pas tous perceptibles par l'oreille humaine, mais enfin qui existent. Et donc, il y a la science qui s'appelle la zoosémiotique, qui permet d'étudier les dialogues inter-animaux dans la même espèce ou interespèces. Ça n'a rien à voir avec la compréhension de l'être humain, la compréhension des communications animales par l'être humain. C'est la communication vraiment entre les animaux et pas la communication entre un dresseur et un chien, par exemple. Le dresseur de chiens, le dresseur de chevaux, ils connaissent un peu le comportement animal, ils essayent d'utiliser des moyens souvent physiques ou des fois verbaux pour donner des ordres à un animal pour que l'animal fasse ce qu'on veut qu'il fasse, etc. Ça, je ne parle pas de ça, je parle de la communication entre deux chevaux, entre deux chiens, entre deux animaux, entre deux dauphins, entre des baleines, entre je ne sais quoi. Et ça s'appelle la zoosémiotique. Dans le monde humain, donc le troisième, dans le monde humain, il y a historiquement, c'est l'attitude. Je veux dire que dans la préhistoire, d'après ce qu'on sait des spécialistes de la préhistoire, il y a d'abord l'attitude. Je veux dire, il y a un être humain, c'est peut-être même pas l'homo sapiens, hein, c'est peut-être avant, c'est l'attitude qui est le premier dialogue, la première communication entre les humains. L'attitude colérique, l'attitude passive, l'attitude soumise, l'attitude guerrière, etc., qui font que la personne en face, à cause de l'attitude, va comprendre ce que la personne en face est en train de vouloir ou de vouloir faire. Et ensuite, il y a la gestuelle elle-même. La gestuelle, l'être humain, qu'il soit homo sapiens ou même avant, la gestuelle, c'était un moyen peut-être de montrer quelque chose, d'expliquer quelque chose, ou de faire peur, ou par exemple, envers les animaux, on fait des gestes pour que l'animal s'enfuit, etc. Et ensuite sont venues la notion d'émotion, c'est-à-dire c'est les mimiques sur la face, plisser les yeux, je ne sais pas, avoir des formes sur la figure qui montrent qu'on est en colère ou qu'on est ému ou qu'on est passif, etc. Enfin, c'est une communication via l'émotion qui est visible sur la face, généralement, c'est sur la face, ou parfois c'est avec la face plus les gestes, etc. Et ensuite est venu l'art préhistorique, c'est-à-dire toutes les figures ou tous les dessins qu'on trouve dans les grottes, qu'on découvre au fur et à mesure, etc., ou même les objets créés par les êtres préhistoriques, des pierres aiguisées pour découper ou pour faire des flèches ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est des formes artistiques et en tout cas des formes qui permettent de faciliter la vie de tous les jours. Ensuite, il y a le dialecte. Le dialecte, c'était de tribu en tribu. Souvent, c'était des nomades et ils ont des dialectes qu'ils ne comprennent que dans la tribu, qui permettent de faire des échanges. C'est de manière basique, hein, c'est pour les éléments de tous les jours. Par exemple, compter, c'était
les doigts de la main et les doigts du pied, et après c'est plus, c'est beaucoup. Par exemple, ils comptaient leurs animaux pour ceux qui commençaient à faire de l'élevage. Vous allez faire l'architecture des ordinateurs dans lesquels vous allez faire de la numération, et vous allez voir que les systèmes anciens, ça comptait avec les doigts de la main, et puis les doigts des pieds, et quand ça dépassait, on disait c'était beaucoup. D'accord? Ça s'arrêtait là, on disait on ne savait pas faire des multiples, etc. Et ensuite, il y a les, les terminologies embryonnaires par dialecte. Terminologie, c'est-à-dire quand on fait un dialecte c'est l'ancêtre des langues, un dialecte dans une tribu, et on essayait dans la tribu de faire une terminologie, bien qu'on ne sache pas ce que c'est qu'une terminologie à l'époque, mais les scientifiques imaginaient qu'à l'époque, il y avait des terminologies embryonnaires pour que les gens, avec certains mots, comprennent ce que veut dire la personne qui est en train d'expliquer. D'accord? Donc, c'est vraiment embryonnaire et c'est rudimentaire en quelque sorte. Et ensuite, on revient aux arts de manière générale. Les arts, c'est la décoration, c'est le fait de faire quelque chose qui ne sert à rien d'autre qu'à émouvoir une autre personne. C'est l'émotion artistique en quelque sorte. Ensuite sont venus des symboles, c'est le début de l'écriture, hein. Les symboles qui permettaient de signifier quelque chose. Les hiéroglyphes égyptiens, par exemple, en sont un bon exemple, mais ça existait bien, bien, bien avant les hiéroglyphes égyptiens. Ensuite est venu, en plus de l'art, les dessins en représentation des scènes champêtres, des scènes animales, des scènes végétales, etc., pour permettre de communiquer soit un fait historique, par exemple, il s'est passé, ça a trait souvent au volcan ou aux problèmes des astres qui se recourent, comme la lune qui cache le soleil, etc. Ensuite, quand ont commencé à naître les langages qui permettent d'avoir des terminologies un peu plus évoluées, d'abord empiriques, et des terminologies empiriques par langage ou par langue, parce que quand on change de tribu ou de région, la langue elle change et donc les terminologies diffèrent. Il n'y a toujours pas d'entente inter-tribu, par exemple, ou inter-région. Et ensuite est venue l'écriture avec un sens symbolique, l'écriture qui essaie de remplacer la communication orale. Enfin, petit à petit, avec l'écriture, la linguistique est née pour exprimer, je veux dire, affiner les mots, préciser les sens communs des mots, etc., pour arriver à l'époque moderne où on a les terminologies industrielles, scientifiques et commerciales que j'ai expliquées auparavant, qui consistaient à faire des classifications, des nomenclatures, etc. Et donc, il y a la science de l'anthroposémiotique qui permet d'expliquer ce que c'est que le langage de l'être humain, c'est-à-dire l'aspect cognitif, intellectuel du langage humain. Et c'est toute une science que vous pouvez regarder via le lien que je vous ai mis ici. Je ne sais pas si on est où. Dans le monde moderne, maintenant, on a des communications, bien sûr, au niveau humain, c'est évident, hein, c'est toutes les terminologies par métier, mais aussi il y a la communication interespèces. J'ai parlé tout à l'heure du dressage de chevaux, de chiens, etc., des chiens d'aveugles, par exemple, etc. C'est la communication interespèces parce que l'évolution a fait que non seulement il faut qu'on maîtrise la terminologie entre humains, mais aussi il faut qu'il y ait une terminologie qui explique comment on va dresser un chien, comment on va dresser un cheval, comment on va maîtriser le comportement animal de manière générale. Et ensuite, il y a eu maintenant des sciences bio-inspirées, c'est-à-dire qu'on utilise l'animal comme modèle scientifique pour créer de nouveaux des robots, par exemple les avions furtifs,
les avions furtifs qui sont inspirés vraiment des dépôts de requins, de baleines, etc. D'abord pour que les rayons radar ne se reflètent pas dans la bonne direction par rapport au radar, mais à une direction différente, de façon à ce que le radar ne reçoive pas l'écho qu'il devrait recevoir, etc. Et donc, maintenant, c'est toute une science de faire, notamment en master, vous allez avoir des cours sur les méthodes bio-inspirées qui vous permettent de regarder la nature et essayer de copier la nature pour créer de nouveaux comportements scientifiques, etc. Alors, maintenant, vous savez que la terminologie a trait, grâce à la linguistique, à des nomenclatures qui sont des classifications référentes, ou c'est des références par discipline professionnelle. C'est-à-dire on ne peut pas faire une nomenclature qui englobe toutes les sciences. Ce n'est pas possible, c'est trop vaste, c'est trop compliqué, et chaque spécialité ou chaque discipline professionnelle a ses propres problèmes, et c'est gigantesque. C'est gigantesque, et donc on est obligé de faire des références par discipline. Donc, quand il y a une nomenclature, c'est une nomenclature par rapport à la discipline professionnelle. En informatique, vous avez 4 familles de métiers, 4 grandes familles de métiers, qui sont le conseil, rien que le conseil en la R&D, la recherche et développement, c'est une nomenclature à part entière. Et ensuite, tous les aspects de production et d'exploitation, production d'applications ou l'exploitation d'applications, etc., qui doivent avoir une nomenclature pour qu'on comprenne, par exemple, quand vous faites une recette, c'est-à-dire vous avez commandé un logiciel et vous le recevez, vous devez faire une recette, vérifier qu'il répond à l'appel d'offres que vous avez lancé. Et donc, oui, oui, il y a un problème. Si vous pouvez m'interrompre, hein, si vous avez un problème. Donc, vous avez un certain nombre de métiers, de familles de métiers qui ont chacune une ou plusieurs nomenclatures en fonction des choses. Par exemple, ici, je vous en cite 3. C'est des nomenclatures relatives à la France, hein, puisqu'on est obligé de faire de l'expression française. Les nomenclatures des métiers de l'informatique, c'est le SIGREF qui a fait ça. Il y a un lien ici que vous pouvez trouver un fichier, généralement c'est du PDF. Le SIGREF, c'est un organisme patronal des entreprises liées à l'informatique qui ont fait un récapitulatif des métiers de l'informatique avec un référencement sous forme de nomenclature. Et ensuite, vous avez la nomenclature des spécialités de l'informatique qui a été fait par le CNU. Le CNU, c'est l'organisme qui regroupe les universités au niveau national français pour définir pour chaque spécialité la nomenclature relative à la spécialité en quelque sorte. C'est organisé en fonction des formations universitaires en France et dire, voilà, tel métier recouvre tel aspect informatique, etc. Et ensuite, il y a les spécialités au niveau de la formation en France, de la formation de manière générale. C'est pas que ici, c'est juste universitaire, mais là, c'est les formations de manière générale, au-delà de l'université. Ça regroupe tout, c'est l'INSEE, c'est l'organisme de la statistique en France qui s'occupe de suivre la nomenclature, la terminologie scientifique qui concerne l'informatique dans le lien que je vous mets ici. C'est à voir, c'est à regarder, si vous avez le temps, hein, puisque vous n'avez pas que ça à faire, mais c'est très intéressant si vous voulez approfondir les choses sur ce que c'est la terminologie, etc. Si on prend juste l'exemple des diplômes, QLMD, vous avez les niveaux qui sont mis là. On commence au niveau 3 parce qu'au niveau 3, c'est la fin du collège. Et à partir du niveau 4 jusqu'à 8, c'est le LMD. Donc, niveau 4, 5, 6. 6, vous remarquerez que ça recouvre à la fois le L et le M. Et donc, vous avez bac jusqu'à bac plus 3, c'est la licence, c'est le L. De bac plus 4 et bac plus 5, c'est le M pour la maîtrise. Et le bac plus 8, c'est le doctorat. Et donc, ça, c'est par niveau. Ça veut dire que quand vous allez en France, quand vous allez faire une demande d'accès à
un poste à responsabilité ou un poste dans une entreprise, vous devez préciser le niveau d'études que vous avez eu. Généralement, les gens ils mettent j'ai une licence, c'est un bac plus 3, etc. Mais vous pouvez avoir fait juste un bac plus 2, un diplôme de technicien supérieur ou de technicien, je ne sais quoi, qui n'a peut-être parfois, si vous avez fait une licence académique, vous n'avez même pas de diplôme à bac plus 2. Mais ça existe aussi des diplômes à bac plus 2. Vous pouvez dire j'ai un niveau 5. Niveau 5, ça veut dire vous avez soit un diplôme bac plus 2, soit un niveau bac plus 2. D'accord? Comme vous pouvez mettre un niveau 6 et vous pouvez préciser début du M, début de maîtrise, quoi. En fait, à l'origine, le bac plus 4, c'était maîtrise. Le bac plus 3, c'est le diplôme de licence. Le bac plus 4, c'est un diplôme lui-même. Le bac plus 4, c'est niveau maîtrise de l'époque. Et le bac plus 5, c'est un master ou un DEA, diplôme d'études approfondies, ou un DESS, diplôme d'études spécialité à spécialité, etc. Donc, rien que ça, c'est une terminologie en France elle est connue, parce que la notion de niveau de diplôme, c'est la numérotation qui importe. Ce n'est pas vraiment le bac plus qui importe. Ensuite, les métiers. Donc, dans les mathématiques, il n'y a pas de nomenclature spécifique métier mathématiques, parce que les mathématiques, ça recouvre tout. Et puis les maths, c'est vraiment la mère de l'informatique. L'informatique est née à partir des mathématiques et pas le contraire. Je veux dire que quelqu'un qui est mathématicien, il peut faire informatique de manière beaucoup plus aisée qu'un bac autre que mathématiques. D'accord? Donc, il n'y a pas de nomenclature qui existe, qui est spécifique aux mathématiques, mais les métiers auxquels vous pouvez prétendre en tant que mathématicien ou en tant qu'informaticien, c'est essentiellement data scientist, qui recouvre les deux parties, mathématiques et informatique. Et donc, dans data scientist, il y a plusieurs parties. D'ailleurs, le mot data scientist en terminologie n'est pas encore tout à fait clair. Il y a encore des ambiguïtés sur ce que ça recouvre. Et donc, le métier de data scientist que vous pouvez faire une fois que vous avez eu votre licence, vous pouvez vous auto-former ou trouver une formation pour devenir data scientist, et c'est très recherché actuellement. Donc, le data scientist, il utilise des données pour les valoriser. Récupération des données, les entreprises, souvent, elles récupèrent beaucoup d'informations sur la clientèle, sur les produits, sur tout ce qu'on veut, des fois sur des comportements. Et puis, cette donnée brute, cette masse de données brute, est exploitée par un data scientist pour la mettre en valeur, pour créer de la valeur ajoutée. À partir d'informations brutes, on crée des valeurs de marketing ou de commerce, etc. Et donc, le data scientist doit analyser toute cette masse de données qui est hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs explications intrinsèques. Ils sont hétérogènes, c'est-à-dire que ce n'est pas unanime, ce n'est pas de la même forme. D'accord? Et il faut qu'il les structure, parce que c'est brut, il faut qu'il les structure et il doit extraire la connaissance nécessaire à l'entreprise. Ça dépend si c'est pour une entreprise commerciale ou pour une banque. Donc, l'extraction dépend de la finalité, ce qu'on veut obtenir à la fin. Et donc, dans ce métier, l'important, c'est les statistiques, l'algèbre linéaire, l'informatique, l'intelligence artificielle, notamment le machine learning, et puis les langages comme Python, R, tous les langages formels, etc., en mathématiques, que vous allez voir pour ceux qui vont suivre une formation mathématique. Ensuite, un autre métier intéressant, c'est l'actuaire. Être un actuaire, c'est un data scientist qui s'intéresse juste aux problèmes des assurances. L'assurance voiture, l'assurance des personnes, l'assurance des risques, etc. D'accord? C'est un métier qui est relatif au métier des banques et des assurances. On essaie de calculer, par exemple, l'impact financier des risques, qu'on ne maîtrise pas, comme les tremblements de terre, les incendies, les machins, etc., ou même les risques liés à la sécheresse, je ne sais pas quoi, ou liés à l'accidentologie, par exemple,
si les gens ne mettent pas la ceinture, parce que la loi leur permet de ne pas mettre la ceinture. Ce n'est pas le cas, hein, mais c'est juste pour expliquer ce que c'est. Donc, l'assurance, elle doit calculer au plus juste la prime d'assurance que les clients doivent payer pour que l'assurance ne dépasse pas son bilan, pour qu'elle soit toujours bénéficiaire. Donc, ils calculent combien chaque client, pour assurer sa voiture ou sa maison, son appartement, combien il doit payer pour que l'assurance soit bénéficiaire. Mais pas trop, parce que si c'est trop, ça devient trop cher et le client va chercher ailleurs. Donc, il faut que le client reste, parce qu'on lui donne une protection importante, mais qu'en finalité, de manière globale, avec tous les clients de l'assurance, il faudrait que les gens se sentent suffisamment assurés tout en calculant que l'assurance sera bénéficiaire de toute façon, avec un taux de croissance le plus élevé possible, sans que ce soit trop important par rapport à ce que les clients vont penser. D'accord? Donc, c'est tout un truc. Ici aussi, il y a une importance flagrante des probabilités des statistiques et en plus de la gestion financière. La gestion financière, c'est-à-dire que les primes d'assurance qu'on verse à l'entreprise d'assurance, elle ne garde pas l'argent juste sur un compte qui appartient à l'entreprise. Non, elle va exploiter l'argent qu'elle recevra dans la bourse ou dans l'achat d'actifs ou dans l'achat d'autres choses qui va lui rapporter de l'argent. Et elle ne laisse sur son compte que la possibilité de rembourser les sinistres éventuels en moyenne, parce que les actuaires, les spécialistes de data science de l'assurance, vont calculer quelle est la masse d'argent qui doit rester disponible pour l'assurance pour payer les sinistres éventuels de manière après un calcul moyen. Pour dire, par exemple, tous les ans, on va devoir rembourser 105 000 sinistres de voiture, par exemple, accident de voiture, combien il y a de taux d'accidents mortels, pas mortels, etc. On évalue comme ça une enveloppe qui permet de couvrir les sinistres de l'année. Et encore, on ne garde de l'argent que pour couvrir la moitié de ces sinistres. Parce qu'on se dit, eh ben, l'autre moitié, on va l'investir, ça nous rapporte de l'argent. Et si jamais il y a beaucoup de sinistres par rapport à ce qu'on espérait, eh ben, l'assurance va demander un prêt à une banque pour pouvoir rembourser les sinistres, etc., plutôt que de vendre les actifs, etc. C'est tout un calcul de rentabilité que vous verrez si vous rentrez dans ce métier. Et ensuite, vous pouvez être analyste financier, notamment faire de l'audit qui est très, très, très important et très, très, très bien payé, et sans beaucoup de risques, parce que c'est les grosses entreprises qui font appel à des techniques d'audit pour savoir si les procédés qu'ils utilisent sont corrects ou pas, est-ce qu'ils sont bénéficiaires ou pas, ou est-ce qu'ils perdent de l'argent, ou est-ce qu'ils doivent investir pour gagner de l'argent, etc. Ou encore le métier de trader qui est un métier à risque, mais ce n'est pas le risque de la personne elle-même, c'est le risque de la banque qui l'emploie. Le trader, c'est d'acheter, de vendre des actions, acheter et vendre de l'argent, etc. Certains diront que c'est anti-islamique, mais bon, c'est un métier qui existe et ça existe partout, y compris dans les pays islamiques. Et donc, bon, c'est un autre problème. Et là, il y a une très grande importance de la rigueur dans le travail. Et notamment, normalement, les étudiants qui font mathématiques, ils apprennent à être rigoureux. Et c'est cette rigueur-là qui est importante dans ce métier. L'analyse financière et le trading, c'est la rigueur. C'est-à-dire quand on réfléchit à quelque chose, il faut être très, très rigoureux pour limiter les erreurs possibles. Ensuite, vous pouvez être théoricien des data science ou statisticien ou biostatisticien. Et ça, c'est un peu proche de data scientist, hein, où vous devez collecter, classer et nettoyer les bases de données de petite taille et trouver des bases de données pertinentes malgré la petite taille des données que vous avez. Et ensuite, proposer des tableaux de bord qui aident le responsable de l'entreprise à prendre des décisions en connaissance de cause grâce au travail que fait le biostatisticien ou le statisticien, etc.
À côté de data scientist, il y a data analyst. Le data analyst, c'est le théoricien. Il ne fait pas vraiment. Son but, c'est c'est un travail en amont, c'est-à-dire à partir des données vraiment brutes que j'ai expliquées tout à l'heure, mais généralement, c'est une spécialité à part qui s'appelle data analyst, qui consiste à dire, je récupère des données brutes, je vais les nettoyer pour garder que celles qui me semblent pertinentes, et je vais les arranger et voire les transformer pour qu'elles puissent être exploitables. Le but, c'est de les rendre exploitables pour un data scientist. Le data scientist vient juste après. Et là, c'est juste la théorie, c'est une réflexion globale. Il faut avoir une hauteur de vue très importante. C'est-à-dire une hauteur de vue, c'est de dominer le problème. De dire, voilà, vous rentrez vraiment dans le métier de la finance ou de la banque ou de l'assurance ou de la technologie, ça dépend de l'entreprise qui vous emploie. Vous maîtrisez bien le métier pour savoir comment viennent les matières premières, comment sortent les matières, les produits manufacturés que l'entreprise a créés. Vous dominez tout le processus et vous devez essayer de faire une analyse des données brutes. Par exemple, est-ce que le minerai va, la mine avec laquelle on travaille pour avoir la matière première, est-ce qu'elle a une quantité importante de mines encore à trouver ou est-ce qu'elle va s'assécher, il faut trouver quelqu'un d'autre, etc. Pour savoir, vous devez lire les journaux, écouter la télévision, les informations financières pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Est-ce que l'entreprise peut importer d'un pays d'Afrique ou d'un pays asiatique de la matière première ou pas, c'est-à-dire faire une analyse globale des données brutes pour essayer de deviner comment va être le marché des matières premières de façon à ce que votre entreprise puisse sans difficulté prévoir le coup d'après. Si jamais ça s'achète, la mine avec laquelle on travaille, qui se trouve par exemple en Algérie, va déposer le bilan parce qu'elle a été mal gérée ou parce que la mine n'est plus rentable, etc. Il faut trouver autre chose pour continuer à activer. Ensuite, en mathématiques pures, vous pouvez être ingénieur calcul. Ingénieur structure, généralement, scientifiquement, on dit un ingénieur structure, mais en fait, c'est un ingénieur calcul multisecteur qui essaie d'utiliser toutes ses connaissances en mathématiques pour faire du calcul, le calcul de surface gauche, par exemple, pour la déformation de l'atoll lorsqu'il y a un séisme ou je ne sais pas quoi, ou la mécanique des fluides, des solides. La mécanique des fluides, c'est, en l'occurrence, par exemple, la météo, c'est une science extraordinaire sur la mécanique des fluides et des gaz. D'accord. Et ensuite, vous pouvez travailler dans le transport, l'écologie, etc. Alors, les acronymes, je vais terminer par ça. Les acronymes, c'est les mots qu'on utilise dans les métiers pour, sur lesquels on s'entend avec toutes les entreprises, etc. Tout le monde, c'est quelque chose qui est adopté de manière, une classification adoptée du point de vue international ou au moins national et qui englobe des définitions bien connues de tout le monde dans ces métiers-là. En mathématiques, par exemple, je donne quelques exemples. Hein. Je ne vais pas tout énumérer, mais quand vous allez faire des études de mathématiques, vous allez trouver un certain nombre d'acronymes qui signifient des choses parce qu'on ne va pas écrire à chaque fois toute l'explication. Généralement, ça relève en mathématiques de ne pas écrire toute une phrase pour expliquer quelque chose. Par exemple, CQFD, c'est le truc le plus évident. Ce qu'il fallait démontrer, on écrit CQFD, ça veut dire que c'est ce qu'il fallait démontrer. D'accord. Ensuite, vous avez plein d'autres choses comme EV, espace vectoriel, équation différentielle linéaire, d'ordre K, la convergence, etc. En informatique, donc vous avez un site là qui vous donne un certain nombre de choses et vous avez un autre site sur Wikibooks, hein, c'est Wikipédia, où vous avez des termes d'informatique. J'ai mis très peu parce qu'il y en a beaucoup plus, hein, vraiment beaucoup plus. Les plus importants, c'est l'IANA, par exemple, qui concerne les réseaux pour la gestion des numéros IP, des adresses IP, des adresses MAC, etc. L'IANA et l'IETF. Et puis les méthodologies
du genre ITIL qui permettent d'expliquer quelles sont les bonnes manières de faire pour développer une application. Quelles sont c'est de la méthodologie, hein. Il y a un cours normalement de licence 3, mais d'après ce que j'ai vu, il n'est pas présent. Mais il manque un cours, dit-il, en licence 3 pour que les gens sachent quelles sont les bonnes pratiques quand il faut développer un service automatique ou un développement d'application euh, ou formaliser de manière claire les échanges inter-applications. Vous savez que maintenant, c'est les applications qui dialoguent et non pas les êtres humains. La plupart du temps, c'est les applications. Par exemple, quand un salarié est payé, c'est le chef du service financier qui fait des états, qui communique des informations automatiques par numérique vers sa banque pour qu'elle envoie les salaires vers les employés directement. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de lettre à écrire pour la banque pour qu'elle puisse virer les salaires des employés. On remplit un document dans lequel, pour chaque compte bancaire, on dit combien il faut lui virer, etc. Et on envoie ça sous forme automatique. Et c'est un programme qui va lire ce document, qui va effectuer des virements et qui va sortir une liste des virements effectués et des virements non effectués parce qu'il y avait des erreurs, etc. Et c'est la reprise d'erreurs qui doit être corrigée par un être humain. Voilà. Ensuite, vous avez plein d'autres technologies comme SQL, hein, c'est le langage d'interrogation des bases de données, ou APT qui est pour le monde Linux, qui est un outil qui permet d'ajouter, supprimer des applications dans le système. Il suffit d'une ligne de commande, parfois sous forme graphique, mais souvent en ligne de commande, qui permet de mettre à jour une application ou un programme, ou même le noyau du système, etc. Le LDAP, qui est une base de données évoluée, qui permet de gérer tout dans une entreprise ou dans une administration. Le LDAP permet de gérer les êtres humains avec leurs comptes, leurs mots de passe, leur poste, mais on gère aussi l'immobilier ou le mobilier. On gère tout ce qu'on veut. Il suffit d'avoir des références pour chaque objet de l'entreprise ou de l'administration. C'est vraiment fondamental, c'est parce que toute connexion doit être autorisée euh, par le LDAP, qui est la base de données de l'entreprise ou de l'administration. Voilà, bah, j'ai fini le cours, donc je vous laisse la main. Si vous voulez poser des questions. Donc, vous êtes 41 avec des gens qui mettent... S'il vous plaît, quand vous vous connectez, essayez de mettre votre nom, ça m'aiderait pour savoir qui est qui, en cas où je dois dialoguer. Donc, j'attends vos questions. Est-ce que il faut... est-ce que je vais pas assez vite, je vais trop vite? Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Personne ne veut parler? Bon, je vois Amphel. Est-ce qu'Amphel peut nous dire quelque chose? Je cherche... c'est moi qui ai coupé ou c'est...